En tournée en Afrique, Emmanuel Macron continue de dénoncer l'attitude de la Russie et de son président, Vladimir Poutine. Emmanuel Macron ne cesse d'attaquer la Russie en qualifiant la guerre russo-ukrainienne de « guerre territoriale ». Depuis le Bénin, le chef de l'État a accusé, ce mercredi, Moscou d'être une des dernières puissances impériales coloniales après avoir lancé une guerre territoriale en Ukraine. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine, c'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen, c'est une guerre du début du XXe, voire du XIXe siècle. Je parle sur un continent qui a subi les impérialismes coloniaux, a-t-il lancé d'un ton martial lors d'une conférence de presse avec son homologue béninois Patrice Talon. Un nouveau type de guerre mondiale hybride. Pour le président français, en tournée africaine en même temps que le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, la Russie a commencé un nouveau type de guerre mondiale hybride. Elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine, a-t-il accusé, affirmant vouloir qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. Selon lui, les Russes sont responsables des déséquilibres malgré toutes les tournées diplomatiques et la désinformation qu'ils font à travers le monde. La Russie est l'un des pays qui, avec le plus de force, utilise des instruments de propagande, notamment par l'intermédiaire des chaînes propagandistes comme Russia Today et Sputnik, a poursuivi Emmanuel Macron. Le président a également dénoncé le « chantage » du Kremlin dans la crise alimentaire mondiale, parce que c'est eux qui ont bloqué les céréales en Ukraine, mais aussi sur l'énergie avec les Européens. Je pense qu'il est sage de la part des Européens de ne pas s'exposer à ces stratégies, parce que c'est l'un des éléments de cette guerre hybride, a salué Emmanuel Macron. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales, en décidant d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts, a-t-il dénoncé. Je ne fais jamais de pronostic, mais je suis à commencer, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Voilà comment je vais qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine, c'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. C'est une guerre du début du XXe, voire du XIXe siècle. Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose, même s'ils vous tiennent le discours inverse. Et puis, voyant les déséquilibres qu'ils créent, malgré toutes les tournées diplomatiques et la désinformation qu'ils font, je constate que la Russie à travers le monde est l'un des pays qui, avec le plus de force, utilise des instruments de propagande, usant d'ailleurs de nos règles démocratiques, en faisant croire que ce sont des confrères à vous, développant des chaînes de télévision, mais Russia Today, Sputnik ne sont pas des chaînes de télévision avec des journalistes libres qui parlent d'une information libre et ouverte. Ce sont des gens qui divulguent une propagande au service d'un régime qui les paye. Ils utilisent cela pour mener leur guerre, diviser les opinions publiques et pousser leur avantage. La deuxième chose, ils font chantage sur l'alimentation. Ils font chantage parce que c'est eux qui ont bloqué les céréales en Ukraine. C'est eux qui régulent leurs céréales. Il n'y a eu aucune sanction sur l'alimentation décidée par qui que ce soit, ni les Américains, ni les Européens, ni qui que ce soit. C'est eux qui décident de comment réguler le robinet, faire monter les prix, les baisser, laisser venir la nourriture ou pas. Puis ils font une tournée partout en expliquant aux gens que c'est de leur faute. C'est ça la réalité. Et puis, sur l'énergie, ils font pareil, avec les Européens, cette fois-ci. C'est plus compliqué, néanmoins, parce que les revenus de la Russie dépendent en grande partie quand même de leur capacité à vendre aux Européens ce gaz. Et on ne déplace pas un gazoduc en 6 mois. Donc, je ne sais pas dire ce qu'ils feront, je sais dire qu'ils en useront, et je pense qu'il est sage de la part des Européens de ne pas s'exposer à ces stratégies, parce que c'est un des éléments de cette guerre hybride. Voilà, quand on dit les choses avec franchise et on essaie de les qualifier, je pense qu'on réduit une partie de la misère du monde, pour paraphraser Camus. Je pense aussi qu'on
se donne les moyens de trouver un chemin. Je pense qu'il faut maintenant, au plus vite, que cette guerre cesse et que chacun retrouve le chemin de la raison et de la coopération. Et j'en appelle aussi au sens de la responsabilité de la Russie, qui doit retrouver ce chemin, mais enfin, ce n'est pas celui qu'elle a suivi ces derniers mois. Pour ce qui est de votre première question, nous avons redéployé notre dispositif. D'abord, et nous poursuivons ce travail, et je salue la mobilisation de nos forces armées qu'ils font avec un grand professionnalisme et une mobilisation, en quittant le sol malien, car le cadre politique qui présidait à notre présence n'est plus là. Nous étions là sur demande d'un État souverain et de la région. Après 2 coups d'État, ça n'est plus le cas. Ensuite, le cadre politique n'est plus là parce que la junte au pouvoir au Mali n'a plus comme priorité la lutte contre le terrorisme. Elle a comme priorité sa préservation avec la complicité de la milice Wagner. Et d'ailleurs, malheureusement pour la population malienne, elle est en train de souffrir de cette situation. Et puis, parce que la sécurité même de nos forces armées n'était plus assurée, puisqu'il n'y avait plus de coopération. Et je le rappelle, ce sont nos autorités maliennes qui unilatéralement ont décidé de mettre fin aux accords qui présidaient à cette relation et qui seuls pouvaient nous permettre de nous déployer en sécurité. Nous nous redéployons donc dans plusieurs pays, à la demande de ces pays, pour lutter contre le terrorisme. Et pour cela seul. Le Niger au premier chef. Puis nous avons des coopérations avec plusieurs pays. Certains en développant des académies ou des formations de leurs forces spéciales ou des luttes contre le terrorisme, qu'il s'agisse du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, avec d'ailleurs des vocations régionales de ces écoles, avec des déploiements qui datent de plusieurs années, comme en Côte d'Ivoire, ou des coopérations nouvelles, comme celles que nous avons bâties avec le président Talon, de formation, d'accompagnement, de renseignement, que nous allons compléter par des livraisons d'équipements. Et moi, je n'exclus rien, puisque la philosophie maintenant que nous allons suivre, et qui sera parachevée par le travail que j'ai demandé au ministre des Armées et le chef d'état-major des armées pour la fin de l'été, doit être d'être au service des États africains, pour strictement lutter contre le terrorisme et venir en appui sur le plan de la formation, de l'équipement, de l'accompagnement, mais en aucun cas de nous substituer et en aucun cas d'avoir une présence qui est par trop visible ou un dispositif, si je puis m'exprimer ainsi, posé avec des unités françaises qui ne seraient pas en quelque sorte en soutien ou en intimité avec des unités africaines. C'est comme ça qu'il faut travailler. Et donc c'est comme ça que nous allons le paramétrer. Si le besoin se faisait sentir, si la demande était formulée par le président Bénin, elle sera à chaque fois considérée et nous y répondrons dans les meilleurs délais. Je le ferai à chaque fois parce que la sécurité et l'appui d'un gouvernement ami face au terrorisme est pour nous une priorité. Le président français avait déjà vivement critiqué Moscou la veille, lors de sa visite au Cameroun, disant vouloir tordre le cou à beaucoup de contre-vérités. Au même moment, Sergueï Lavrov a estimé de son côté en Ouganda que la Russie n'était pas responsable des crises de l'énergie et des denrées alimentaires, dénonçant une campagne très bruyante autour de cela. Macron accuse l'Afrique d'hypocrisie au sujet de l'invasion de l'Ukraine par la Russie car une bonne partie des pays africains refusent de s'aligner contre la Russie estimant que cette guerre n'est pas la leur. Le président français assure qu'il n'est pas dupe au sujet des pressions diplomatiques qui expliquent le refus de certains dirigeants à qualifier de guerre la situation en Ukraine. Contrer l'influence de Moscou en Afrique était un des objectifs de la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Le président français a abordé le sujet dès sa première prise de parole, mardi 26 juillet à Yaoundé, lors d'une conférence de presse avec son homologue camerounais Paul Biya. Il a critiqué l'hypocrisie du continent vis-à-vis de la Russie et de son invasion de l'Ukraine. Je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, à ne pas savoir qualifier une guerre, parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe, a déclaré le chef de l'État, sans désigner directement la Russie. Il voit un contraste entre cette attitude et celle des Européens, qui n'est en aucun cas de participer à cette guerre, mais de la reconnaître et de la nommer. Nous avons besoin de vous, parce que sinon, ce schéma se reproduira à l'envi, a poursuivi Emmanuel Macron. Il a assuré que la France était le pays qui s'est le plus engagé pour des États africains à leur demande pour leur sécurité, alors que la Russie s'implique davantage dans ce domaine par l'intermédiaire du groupe de mercenaires Wagner. Interpellé lundi par un collectif de partis politiques camerounais qui l'appelait à reconnaître les crimes de la France coloniale, Emmanuel Macron ne l'a pas fait.
mais il a exprimé le souhait que soit lancé un travail conjoint d'historiens camerounais et français pour faire la lumière sur des moments douloureux et tragiques. Il a pris l'engagement solennel d'ouvrir nos archives en totalité à ce groupe d'historiens, comme l'avait déjà fait François Hollande en 2015. D'abord, je pense qu'on dit souvent, quand j'écoute ou je lis, beaucoup d'approximations sur ce qui se passe en Ukraine. Et je ne ferai pas de comparaison excessive. En Ukraine, vous avez un pays souverain dont la souveraineté et l'intégrité territoriale a été violée par une agression unilatérale d'un pays voisin, la Russie. C'est comme ça qu'il faut le qualifier. C'est une guerre lancée par la Russie. Les règles qui sont les nôtres, la Charte des Nations Unies, les textes que nous avons signés, que la Russie d'ailleurs a également signés en tant que membre de l'OSCE, font qu'elle a violé à peu près tous ses engagements internationaux. Le choix qui a été fait par les Européens, premièrement, n'est en aucun cas de participer à cette guerre, mais de la reconnaître et de la nommer. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe. Mais enfin, il faut dire les choses, on vit mieux. Nous avons décidé de tout faire pour stopper cette guerre, comme l'a dit le président. Et je vous rappelle que moi-même, quelques jours avant, je suis allé en Russie et en Ukraine pour essayer de l'empêcher. Tout faire pour la stopper sans y participer. Ce faisant, que font les Européens? Ils sanctionnent la Russie pour bloquer son effort de guerre. Ils essaient, dans tous les cénacles internationaux, de l'isoler diplomatiquement. C'est là où nous avons besoin de vous, parce que sinon, ce schéma se reproduira à l'envi. Ce n'est pas l'ordre international que nous voulons, qui repose sur la coopération et le respect de la souveraineté de chacun. Et enfin, nous aidons l'Ukraine à résister. Des aides économiques et financières, des aides prenant les réfugiés, des aides militaires en livrant du matériel. C'est ça la situation, très précisément. Je ne vois pas sur le sol africain des pays qui soient dans une situation comparable, étant agressés par une puissance voisine où nous aurions à nous poser tel sujet. Par contre, je vois des pays qui ont pu être déstabilisés par le terrorisme. Ça, c'est tout à fait vrai. Et vous parlez là à un chef d'État qui a l'honneur d'être à la tête d'un pays qui s'est engagé ô combien. Mais je vous le dis avec beaucoup de clarté, monsieur, en Afrique, nous n'avons pas simplement livré des armes, nous avons envoyé des troupes à la demande d'un État souverain qui était le Mali et de l'organisation régionale qui était la CEDEAO pour la défense de sa souveraineté nationale. Nous avons donc fait beaucoup plus que pour l'Ukraine. Je vous parle avec la gravité d'un chef d'État qui a eu à enterrer des soldats parce qu'ils sont venus sur le sol africain défendre la souveraineté d'un État qui n'était pas le leur. C'est ça la réalité. S'il y a deux poids, deux mesures, ce deux poids, deux mesures est dans l'autre sens que celui que vous avez évoqué. L'armée française, à la demande du Mali en 2013, est intervenue pour stopper les terroristes qui faisaient route vers Bamako. Puis l'armée française, à la demande de l'État malien et de la CEDEAO, est restée pour protéger. Et si aujourd'hui il n'y a pas un califat territorial au Mali, c'est parce qu'il y a eu l'armée française et que des dizaines de nos enfants sont morts sur le sol africain pour lutter contre le terrorisme. Allez voir beaucoup d'autres que la France pour leur demander les deux poids, deux mesures. La France est le pays qui s'est le plus engagé pour des États africains à leur demande et pour leur sécurité. Par contre, nous le faisons dans un cadre clair, à la demande d'un État souverain et pour lutter contre le terrorisme. Quand ce cadre n'a plus été rempli, après les deux coups d'État militaires au Mali et les choix de la junte, nous avons décidé de partir, de réorienter notre dispositif. C'est ça la réalité. Maintenant, nous avons des politiques de coopération militaire avec de nombreux pays africains. Le Cameroun en fait partie, qui passent par des livraisons, de la formation, du partenariat. Et c'est sur cette route que nous continuerons d'avancer, de consolider le lien qui est le nôtre, sur le plan militaire. Voilà. Je ne peux pas être plus exhaustif et précis pour faire la différence entre des situations que vous avez évoquées et rappeler la réalité de l'implication de la France. Et elle a complété son offre diplomatique par l'intervention de milices Wagner.
Et en particulier, ce que nous avons vu ces dernières années fleurir en République centrafricaine et au Mali, pour ne citer que 2 cas, est très préoccupant. Parce que ce ne sont pas des coopérations classiques. À ce moment-là, c'est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis, qui décident de ne pas gérer leurs problèmes de manière politique, mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n'ont aucune légitimité politique, pour leur dire « nous vous apportons sécurité et protection à vous, pas à votre peuple, à vous », en échange d'une influence russe et d'une captation des matières premières, avec souvent des exactions qui sont d'ailleurs documentées par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et toutes les missions qui s'y déploient. C'est ça ce qui se passe. Et donc cette présence russe, hybride, qui passe par la désinformation, par les milices, par du coup de nouvelles formes que j'ai du mal à qualifier de coopération, mais donc de complicité avec des pouvoirs politiques affaiblis, voire totalement illégitimes quand ce sont des juntes militaires, est une préoccupation. Et je pense que c'est d'abord une préoccupation pour le continent africain. Et donc la France, en tant qu'amie de l'Afrique, fera tout pour que, d'abord, il y ait une liberté offerte à tous les pays d'avoir tous les liens diplomatiques et de défendre l'intérêt de leur peuple. C'est la base de ce que nous faisons les uns et les autres pour nous-mêmes. Mais à ce que ce schéma ne se diffuse pas trop, parce que je ne pense pas qu'il soit bon. Je pense surtout qu'il n'est pas bon pour les peuples. Et c'est ce qui semble se vérifier et en République centrafricaine et au Mali. Et partout, ce schéma prospère ou aura à prospérer.